Final Fantasy VII, un jeu qui a profondément marqué les joueurs et les professionnels de l'industrie vidéoludique. Dans le premier chapitre de cette rétrospective, nous avons découvert tout ce qui entourait la création du jeu original. Il est temps d'aborder dans ce second chapitre le lancement de la compilation of Final Fantasy VII. Mais avant de nous plonger dans ce nouvel épisode, je tiens à nouveau à remercier AMZ 91150, producteur Tipeee de cette énorme rétrospective. Un énorme merci également aux nouveaux tipeurs qui sont arrivés à l'occasion de cette rétrospective. Pour ceux qui ont loupé le premier chapitre, je vous invite à le découvrir sur la chaîne. Maintenant que nous sommes prêts, il est temps de revenir à Midgar, mais cette fois-ci pour l'histoire de Before Crisis. « 2001. 4 ans après le succès de Final Fantasy VII, la société Square sort le film d'animation Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Un film entièrement réalisé en images de synthèse par Visualworks, société à l'origine des cinématiques CGI de Final Fantasy VII notamment. Un film qui a coûté beaucoup d'argent à cause de son ambition et de ses 3 ans de développement. Il subira un bid monumental empêchant d'amortir les coûts de ce projet et mettra à mal les finances de la société Square. Ce qui amènera Hisashi Suzuki, directeur de Square de l'époque, à démissionner, laissant sa place à Yoichi Wada. Les succès de Final Fantasy X en 2001 et de Kingdom Hearts en 2002 ne suffiront pas à sauver Square qui, le 1er avril 2003, fusionnera avec son rival Enix, alors majoritaire lors de cette fusion. Toutefois, Yoichi restera directeur dans cette nouvelle société nommée Square Enix, tandis que l'ancien directeur d'Enix, Keiji Honda, en sera le vice-président. Cette fusion leur permet d'unir leur savoir-faire. En effet, Square était très bon dans le développement, beaucoup moins dans l'édition, tandis qu'Enix excellait dans l'édition, contrairement au développement. Si je vous remets en contexte la situation de Square Enix à ce moment-là, c'est parce qu'une décision sera prise concernant la saga Final Fantasy, celle de proposer un contenu polymorphe permettant de proposer ces produits à un public aussi large que possible. La première de leurs propriétés qui en bénéficiera sera Final Fantasy VII. Ce projet a déjà été initié en 2002, avant l'officialisation de la fusion entre Square et Enix. En effet, en 2002, Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura ont amorcé 2 idées de spin-off pour ce projet nommé Compilation of Final Fantasy VII. Il a été décidé que Nomura serait le concepteur de chaque entrée. Seront impliqués dans cette compilation l'écrivain Kazushige Nojima, le directeur artistique Yusuke Naora et le compositeur Nobuo Uematsu. Le premier sur lequel ils travailleront, mais qui sortira après Before Crisis en raison de retard de production, sera un film d'animation prévu pour une sortie direct to vidéo et suite du jeu original. Final Fantasy VII Advent Children que nous aborderons dans le 3e chapitre de cette rétrospective. L'autre projet sera discuté un peu plus tard car ils reconnaîtront que le développement d'un seul titre était insuffisant pour explorer tout l'univers de Final Fantasy VII. Ce dernier sera destiné au marché mobile.
Before Crisis Final Fantasy VII. Il se passera avant les événements de Final Fantasy VII. Le titre de ce jeu mobile sera une idée de Hajime Tabata et Kosei Ito, qui iront voir Nomura pour lui faire part de leur idée. Advent Children portait les initiales de AC, comme pour After Christ. Ils suggéreront à Nomura le titre de Before Crisis pour que les initiales puissent ressembler à Before Christ. Oui, ils considèrent vraiment leur œuvre comme le Christ. Nomura acceptera et les suites de cette compilation suivront plutôt l'alphabet. Au départ sans trop le vouloir car leur troisième titre portait les initiales de DC pour Dirge of Cerberus, avant qu'ils ne trouvent l'idée de Crisis Core qui donnera CC. Mais bref, n'allons pas trop vite en besogne et concentrons-nous sur Before Crisis. L'idée initiale de Before Crisis naîtra de l'esprit créatif de Tetsuya Nomura. Il cherchait à lancer le premier jeu mobile original de l'entreprise qui n'avait rien à voir avec Final Fantasy VII. C'est au moment où Kitase et Nomura jugeront Advent Children insuffisant pour composer une compilation que ce jeu deviendra un nouveau spin-off pour cet univers. Alors que Hajime Tabata venait de rejoindre la division des jeux mobiles de Square en 2002, Nomura lui demandera de développer un jeu mobile basé sur les Turcs. Nomura s'occupera de la conception des personnages du jeu. 18 personnes seront sur le développement de ce jeu et tous avaient travaillé sur le Final Fantasy VII original. Ils bénéficieront d'une bonne liberté créative et artistique, étant donné qu'on ne sait pas grand-chose du passé de l'univers de Final Fantasy VII. Par exemple, ils feront du groupe Avalanche une cause beaucoup plus rebelle et violente dans le passé de cet univers. Le défi des développeurs était cette fois-ci de développer ce spin-off sur une variété de téléphones portables différents, afin qu'ils puissent toucher un public plus large. Ils pousseront également le concept plus loin en tirant parti de la caméra des téléphones mobiles ainsi que du réseau de ces derniers. Par exemple, la caméra servait à générer des matérias en fonction de la couleur générale de votre photo. Mais comme je vous disais, plusieurs mobiles différents allaient recevoir le jeu. Cela impliquait beaucoup de problèmes. Le framerate, par exemple, qui se devait d'être fluide durant les moments d'action et peu importe la plateforme. Certaines étant moins performantes que d'autres à cause des composants différents qu'elles contenaient. D'autres problèmes interviendront durant ce développement comme des problèmes d'intégration du mode multijoueur. S'agissant d'un des tout premiers jeux mobiles multijoueurs, celui-ci permettait de remplir les missions avec un autre joueur. Mais il était très compliqué de synchroniser les données des joueurs en temps réel. Le problème sera résolu dès que les développeurs créeront une technologie de serveur qui permettait de stocker les données des joueurs de manière centralisée, ce qui a permis d'améliorer la synchronisation et la stabilité du multijoueur. Cependant, cela a également rendu le jeu plus complexe et a prolongé le temps de développement. L'équilibrage du gameplay posera aussi quelques soucis à cause de cette fonction multijoueur. En effet, les joueurs pouvaient choisir entre différents styles de jeu pour leur personnage, chacun ayant des avantages et des inconvénients. Les styles de jeu incluaient le corps à corps, le tir à distance et la magie, mais certains styles étaient considérés comme plus faibles que d'autres. De plus, les joueurs pouvaient choisir leur propre chemin à travers l'histoire en fonction des missions qu'ils ont acceptées et de la façon dont ils ont choisi de les accomplir. Cela a également rendu difficile l'équilibrage du jeu, car les joueurs pouvaient potentiellement sauter des missions plus difficiles et se concentrer sur celles qui étaient plus faciles à accomplir. Enfin, les derniers défis étaient de réussir à créer une disposition de boutons confortable pour chaque appareil différent, d'ajuster la quantité de contenu pour chaque appareil tout en gardant la qualité souhaitée. Les graphismes de Before Crisis ont été créés en utilisant le moteur de jeu mobile multiplateforme gadget, MMPG, développé par Square Enix. Ce moteur permettait aux développeurs de créer des jeux pour une grande variété de téléphones portables en utilisant des graphismes en 2D et des animations simples. En termes de conception, les graphismes de Before Crisis ont été conçus pour ressembler à ceux de Final Fantasy VII, tout en étant adaptés aux limitations techniques des téléphones portables de l'époque. Les environnements et les personnages ont été conçus pour être facilement reconnaissables par les fans de Final Fantasy VII, tout en étant adaptés à la petite taille des écrans des téléphones portables. Les cinématiques de Before Crisis ont été produites par le studio d'animation japonais Madhouse. Les cinématiques étaient plus détaillées que les graphismes en jeu, permettant de montrer des scènes plus dynamiques et plus complexes.
En ce qui concerne le scénario de Before Crisis, Nojima, qui était également le principal scénariste de Final Fantasy VII, développera donc l'histoire de ce Before Crisis centré sur les Turcs en collaboration avec Hajime Tabata, réalisateur de Before Crisis. Comme demandé par Nomura, le scénario du jeu est centré sur les Turcs 6 ans avant les événements de Final Fantasy VII et tout juste après la guerre opposant les habitants de Utai à la Shinra. Pour rappel, les Turcs sont une équipe d'agents engagés par la Shinra réalisant différentes missions pour elle, comme la collecte d'informations, la protection de personnalités importantes et la suppression de menaces potentielles. L'intrigue de Before Crisis est étroitement liée à l'histoire de Final Fantasy VII, en particulier sur la découverte de la vérité sur les expériences de la Shinra avec la Mako, une substance énergétique qui est un élément clé de l'univers de Final Fantasy VII. La genèse d'Avalanche y est également présente. Nojima a créé de nouveaux personnages pour Before Crisis en collaboration avec Nomura, tout en s'appuyant sur les personnages existants de Final Fantasy VII, tels que Tseng et Reno. Certains personnages seront également nouveaux, tels que les membres de l'unité de Turcs. Nomura retravaillera certains designs des personnages de Final Fantasy VII, tels que Cloud et Sephiroth, pour qu'ils correspondent à l'esthétique visuelle de Before Crisis. Nomura a expliqué dans une interview pour Famitsu en 2004 que l'objectif était de créer des personnages qui étaient distincts mais qui s'intégraient également parfaitement dans l'univers de Final Fantasy VII. Il a également souligné que les personnages devaient être crédibles en tant qu'agents de la Shinra, ce qui a influencé leur conception et leur personnalité. 11 personnages sont jouables et chacun possède ses propres personnalités et caractéristiques. Rod, le leader des Turcs, Gun et Two Guns, experts en armes à feu, Shotgun, experte en fusil à pompe, Martial Arts et Martial Arts 2, experts en arts martiaux, Katana et Knife, experts en armes blanches, puis nous avons Shuriken et Nunchaku, et enfin le dernier personnage jouable est Veld, responsable des Turcs, disponible uniquement après avoir terminé chaque chapitre avec tous les personnages jouables. Il reste cependant 3 chapitres spéciaux annexes qui permettent de jouer avec Reno, Legend et Tseng. La musique proposée dans ce Before Crisis a été composée par Takeharu Ishimoto, car Uematsu était occupé sur d'autres projets à ce moment-là. C'est grâce à un concours réalisé au sein de l'entreprise qu'Ishimoto fut choisi. Il a notamment composé la musique de Kingdom Hearts Chain of Memories. Ishimoto a créé une bande-son dynamique et mémorable pour Before Crisis, avec des thèmes musicaux qui reflètent l'atmosphère de l'univers de Final Fantasy VII et les différentes situations rencontrées par les personnages. Le jeu incluait également des arrangements de musique de Final Fantasy VII original composés par Nobuo Uematsu, ainsi que des morceaux classiques de la série. La musique sera commercialisée dans un album contenant également la bande-son de l'OAV Last Order, qui fera l'objet d'un autre chapitre. Cet album est intitulé Before Crisis Final Fantasy VII et Last Order Final Fantasy VII Original Soundtrack. La plupart des morceaux de cet album ont été composés par Ishimoto, sauf quelques thèmes réorchestrés de Final Fantasy VII par Uematsu. Parmi les thèmes les plus mémorables du jeu, il y a le thème des Turcs réorchestré de Final Fantasy VII, qui est le thème principal du jeu. Une musique principalement instrumentale qui présente une réorchestration complète avec une section de cordes dominante. Elle sera immédiatement appréciée par les fans grâce à son caractère nostalgique et son appropriation de l'univers de Final Fantasy VII. Bien sûr, il s'agit ici de la version CD. Vous imaginez bien que le résultat était bien différent sur mobile.
ailleurs, il existera 3 pistes bonus de Before Crisis dans le CD. Les 2 premières concernent des versions chantées du thème de Hellfey par une certaine Wakako. Il existe donc une version Angel, The sky is falling, the stars are clear. Sometimes I wonder where I belong. Please take me back when that stars fall. I light and shine. I try to keep myself alive. Please don't predict my future. Be strong enough to live your life. Don't look back, keep your eyes wide open and see. Cast aside all doubts. Me to the sky, no time to rest. Into your dream and future, and need to go on and never run away from the truth. Me in the sky, I need to go on and on. et une version d'Evil. The sky is falling, the stars are clear. Sometimes I wonder where I belong. Please take me back when that stars fall. I light and shine. I try to keep myself alive. Please don't predict my future. Be strong enough to live your life. Don't look back, keep your eyes wide open and see. Cast aside all doubts. Me to the sky, no time to rest. Into your dream and future, and need to go on and never run away from the truth. Me in the sky, I need to go on and on. La 3e piste bonus est une version alternative du titre Rebirth.
Before Crisis, Final Fantasy VII se démarque fortement de l'opus original. Nous avons ici affaire à un jeu de rôle d'action en temps réel. Le joueur se déplace de façon latérale dans des décors entièrement en 2D. Le joueur incarne un personnage dont il aura choisi le sexe et l'arme et qui donnera l'un des Turcs que je vous ai présenté précédemment. Plusieurs modes de jeu composent Before Crisis. Tout d'abord, le mode épisode qui est tout simplement le mode histoire, dans lequel le joueur devra suivre un scénario et remplir des objectifs pour faire avancer le récit. Ce mode était accompagné d'un mode libre où le joueur pouvait parcourir les villes librement et parler à la population. Ce mode proposait aussi de jouer à des missions supplémentaires pour gagner des points d'expérience et des objets dont certains étaient exclusifs au mode libre. Maintenant, le système en lui-même restait très basique. Votre personnage possède des points de vie et points de magie, peut monter de niveau en acquérant de l'expérience et en combattant des ennemis, et ces points d'expérience permettent de s'équiper d'armes et d'armures plus puissantes. Durant les combats, le joueur est libre de se déplacer pour placer ses coups et éviter ceux des ennemis. Un peu plus tôt, je vous ai parlé du système de génération de Materia. Ce dernier est nommé Materia Generation System. En acquérant une Materia, un objet lié au système magique du jeu, vous pourrez obtenir une Materia d'un certain type selon la couleur générale de la photo que prendra votre caméra. Par exemple, si votre photo possède une couleur verte dominante, vous obtiendrez une Materia élémentaire, tandis qu'une image bleue vous donnera une Materia de type soutien. Ces Materia peuvent être améliorées comme dans le jeu original. Les invocations sont également toujours présentes via les Materia et infligent des dégâts considérables aux ennemis. Chaque objectif rempli dans les différents modes de jeu permettent de remporter des points de classement pour monter votre rang et donc de débloquer des armes, des armures, des emplacements supplémentaires de Materia et autres bonus. Concernant le multijoueur, c'est un mode ad hoc en ligne qui est mis en place. Il permet à 2 joueurs de s'entraider pendant des missions afin d'affronter des ennemis plus puissants. Ils peuvent également échanger leurs Materia avec leurs adresses mail. Concernant le mode réseau, un système de jauge supplémentaire nommé Materia AID est inclus et permet d'activer différents effets comme une réduction des dégâts subis. Cette jauge se remplit au fil du temps ou en ramassant des sphères de Materia AID. 3 joueurs pouvaient remplir cette jauge en simultané. Et pour finir, nous avons le mode sauvetage qui permet, en cas de mort, de ne pas relancer la mission et de perdre ses points, mais plutôt d'attendre qu'un joueur puisse nous sauver même quand notre téléphone est éteint. En 2006, un mode Battle Square sera ajouté et permet de jouer en réseau avec d'autres joueurs encore une fois, mais cette fois-ci dans une arène de combat. Le mode Battle Tournament, inclus dans celui-ci, permet d'ajouter un handicap supplémentaire dans un emplacement de Materia. Viendront ensuite des niveaux de difficulté supplémentaires pour ces modes. Le mode Easy, un peu plus tard durant l'année 2006, permettait d'obtenir des esquives automatiques et une réduction des dégâts, et enfin le mode Hard en 2007 qui au contraire augmentait les dégâts subis. Pour finir, parmi les derniers modes notables du jeu, nous avions le mode Dimension Arm, une mission spéciale qui permettait aux joueurs du monde entier de s'allier pour combattre l'arme de Jade. L'arme se téléportait à travers 6 zones de jeu dans lesquelles les joueurs étaient répartis selon le serveur sur lequel ils étaient connectés. Quand l'arme n'était pas dans votre zone, vous pouviez utiliser le mode Materia AID pour aider les autres joueurs et il en était de même pour eux lorsque l'arme de Jade ne se trouvait pas dans leur zone. Il y avait même un événement qui demandait de briser la barrière de l'arme uniquement grâce à l'assistance Materia lorsque les serveurs étaient actifs. Puis nous avions le Gold Saucer qui permettait d'élever des chocobos pour ensuite les faire participer aux fameuses courses de chocobos. Plusieurs plateformes mobiles étaient choisies pour accueillir Before Crisis. Toutefois, une seule fut annoncée initialement lors de la conférence de presse de Square Enix le 10 mai 2004. Une version donc exclusive aux appareils FOMA pour le service de jeu en ligne NTT Docomo iMode. À l'époque, aucune autre version occidentale n'était envisagée. Un trailer animé réalisé par Madhouse sera montré. Il met en scène certains personnages de Before Crisis. Fin juin sera annoncée officiellement la compilation of Final Fantasy VII, et que d'autres choses non annoncées la composeront. Une bêta test de Before Crisis débutera le 31 août 2004, puis le jeu sera lancé le 24 septembre 2004 au prix de 525 yens. Un abonnement mensuel de 525 yens est obligatoire pour recevoir un nouveau chapitre chaque mois. Cela correspond à 4,50 € chez nous. Un abonnement annuel un peu plus avantageux sera mis en place.
Sachez que pour avoir accès aux 24 chapitres de l'histoire principale, il fallait rester abonné durant 2 ans au jeu pour une somme donc totale de 12 000 yens, soit 108 €, voire plus si vous souhaitez débloquer des missions annexes. Et dire que beaucoup se plaignent des jeux à 80 € d'aujourd'hui. La première semaine sera compliquée pour le jeu qui deviendra si vite populaire qu'il sera très compliqué de s'y connecter. Before Crisis restera donc gratuit jusqu'à la résolution de ses serveurs fin septembre 2004. Le 24 novembre 2004 verra débarquer le mode sauvetage, une préouverture du Gold Saucer le 30 juin 2005 et une préouverture de l'arène le 28 décembre 2005. Une localisation anglaise du jeu sera évoquée le 12 mai 2006. Elle semble bien avancée mais son arrivée tardive serait la faute des appareils mobiles de l'Occident, alors très en retard par rapport aux appareils mobiles du Japon. Entre 1 et 3 chapitres seraient publiés chaque mois pour rattraper le retard, mais il s'agira des dernières avancées de la localisation. Et certaines rumeurs voudraient que ce soit de la faute du départ d'Ito en 2008 pour rejoindre Capcom. Celui-ci était alors responsable des localisations et portages. Revenons vers l'année 2006, le mode ARM sera ajouté le 31 mai, puis d'autres annonces importantes suivront. Le 22 septembre 2006, alors que les abonnés depuis le premier jour sur Before Crisis allaient bientôt recevoir l'ultime chapitre du jeu, Square Enix profitera du Tokyo Game Show 2006 pour annoncer 2 nouvelles versions. Une version Yahoo Mobile et une version Easy Web qui sortiront respectivement les 30 janvier et 5 avril 2007, toujours uniquement au Japon. Chaque version possédera son propre logo du jeu, différent du logo original. Square Enix annoncera également une sous-compilation de la compilation of Final Fantasy VII, qui se nomme Rebirth of Compilation. Cette dernière comprend la version complète d'Advent Children, tout juste annoncée, Dirge of Cerberus Lost Episode et ses 2 portages Before Crisis. Mais encore une fois, cette compilation sera traitée plus en détail dans un autre chapitre. Le 29 septembre 2006 verra débarquer le dernier chapitre de Before Crisis et une fermeture du serveur multijoueur de ce dernier pour la version FOMA. Le 14 février 2007 sera commercialisé le portable W51H qui possède une démo de Before Crisis Easy préinstallée. Maintenant que le jeu est sorti sur toutes les plateformes qui lui sont destinées, nous allons passer au résumé complet et détaillé du scénario de Before Crisis Final Fantasy VII. Si vous ne souhaitez pas vous spoiler et le découvrir vous-même via le fan remake ou grâce aux différentes chaînes YouTube qui recensent l'entièreté du jeu, n'hésitez pas à naviguer vers la prochaine section de la vidéo grâce au chapitrage intégré. C'est parti! Le jeu s'ouvre donc sur la ville de Midgar, au début de l'ère de la Shinra. Le groupe Avalanche, fraîchement formé, souhaite lutter contre la Shinra qui affaiblit la planète en puisant de l'énergie Mako. La population de Midgar est dépendante de cette énergie depuis que la Shinra a remporté la guerre l'opposant aux habitants de Utai. Le groupe Avalanche s'apprêterait à frapper le secteur 8. Ils tuent donc les soldats qu'ils croiseront en plus d'avoir un autre plan en tête. Pendant ce temps, une nouvelle recrue des Turcs de la Shinra, en l'occurrence Shotgun pour ses extraits, commence son premier jour de patrouille dans ce secteur où il ne se passe jamais rien habituellement. Tous les membres confirmés des Turcs ont commencé par ce job. Elle y rencontrera des membres du groupe Avalanche et voyant qu'ils semblent vouloir mener une attaque, elle en informera Tseng, son mentor, qui préviendra également le dirigeant des Turcs, Verdot. Il donnera donc l'ordre d'envoyer un autre Turc plus expérimenté afin d'en savoir plus sur les hommes perpétrant ces attaques. Shotgun, quant à elle, recevra l'ordre de les poursuivre. Alors que Tseng rapportera à Verdot que ces hommes font partie d'un groupe terroriste, les assaillants forceront la porte vers le réacteur Mako du secteur 8. Ils souhaitent le faire sauter. Le réacteur, en plus de puiser l'énergie Mako de la planète, a coûté beaucoup d'argent à la Shinra. Shotgun est donc envoyé les arrêter avant qu'ils n'atteignent le cœur du réacteur. Mais elle fera face à bon nombre d'entre eux et heureusement, Reno, un autre membre des Turcs, viendra lui prêter main forte. Cela permet à Shotgun d'aller de l'avant pour tenter de les empêcher de poser la bombe. Pendant ce temps, Reno fera face à Shears, un autre membre qui semble important dans le groupe Avalanche. L'action revient sur Shotgun qui nettoiera le réacteur de toute trace ennemie. En sortant du réacteur pour rejoindre le quartier général, elle découvre Reno mal en point face à Shears. Ce dernier mettra un coup mortel à Reno et Shotgun tentera de l'affronter.
Shears la mettra aussi à terre et un membre d'Avalanche viendra le prévenir qu'un certain Fuito l'ordonne de se rendre à Junon immédiatement. En prenant la route, Shears ordonne donc à ce membre d'achever Shotgun et Reno. Shotgun, qui n'est pas du genre à abandonner, se relèvera et tuera l'assaillant. Elle et Reno sont donc sains et saufs. Pendant ce temps, Tseng informera Verdot que ce groupe se nomme Avalanche et qu'il se rendrait à Junon. Seulement, il semblerait que le président de la Shinra serait également là-bas. Pendant ce temps, au quartier général d'Avalanche, nous faisons la connaissance de Fuito qui confirme que le président est bien à Junon pour faire un discours. Il donne l'ordre aux membres d'Avalanche de s'y rendre et d'y rejoindre le groupe de Shears. Une fois à Junon, Shotgun et Reno se rendent dans la suite présidentielle de l'hôtel de la ville où le président semble les attendre. Pendant ce temps, à l'entrée de l'hôtel, les soldats se font descendre par Avalanche qui investit l'hôtel pour trouver et tuer le président de la Shinra. De retour dans la suite présidentielle, Shotgun et Reno rencontrent le président, mais ils seront très vite rejoints par la menace Avalanche. Shotgun affrontera et tuera l'un d'entre eux. C'est alors que le président reçoit un appel de Verdot qui conseille au président d'abandonner son intervention au vu des circonstances. Il refuse pour garder l'image d'une entreprise forte. Pour le persuader, Verdot lui montre depuis les caméras de surveillance qu'Avalanche a envahi les lieux. Mais le président ne cède pas. Reno est alors chargé de surveiller le président pendant que Shotgun nettoiera l'hôtel. Une fois la tâche accomplie, Reno, Shotgun et des membres du soldat escorteront le président vers la salle de conférence de presse. Ils sont vite séparés à cause des bombes lancées par Avalanche. Shotgun et 2 soldats protègent donc le président tout au long de la route. Un sniper tue l'un des soldats et le président envoie Shotgun dans l'immeuble où se tenait le sniper afin de le déloger. Cette entreprise est un succès, mais le président est alors encerclé et le dernier soldat est tué. Le président accourt donc dans l'immeuble et Shotgun va à leur rencontre pour les affronter. Ils reprennent donc la route et Shotgun affronte à nouveau de nombreux membres d'Avalanche. Arrivé dans le bâtiment où doit se tenir la conférence de presse, des soldats guident le président jusqu'à la salle de conférence. Les soldats passent un message de Verdot à Shotgun, celui de monter la garde à l'extérieur du bâtiment. Elle s'exécute et les soldats envahissent alors la salle de conférence. Alors qu'elle se rend vers la sortie, Shotgun découvre des tas de cadavres de soldats. L'un d'eux est encore vivant mais très affaibli. Il révèle qu'il s'agissait d'imposteurs qui lui ont fait cela et que le président est en danger. Shotgun reprend alors la route vers la salle de conférence en affrontant des membres d'Avalanche. Elle sauve le président, Reno les rejoint et le président débute son discours télévisé. Toutefois, une coupure de courant survient. Verdot guide alors Shotgun par radio à travers l'obscurité de l'hôtel pour qu'elle puisse remettre le courant et garantir la sécurité du président. Une fois le courant rétabli, l'action revient dans la salle de conférence et Fuito fait face à Reno. Shotgun revient au bon moment pour occuper Fuito pendant que Reno escorte le président vers l'extérieur. Shotgun est mise à terre et Fuito avoue qu'il a préparé un beau feu d'artifice avant de quitter les lieux. Verdot contacte Shotgun et lui ordonne de rejoindre le canon de Junon, un canon très puissant qui pourrait réduire Midgar en cendres et prise en otage par Avalanche. Verdot ordonne à Shotgun de rejoindre le canon de Junon pour le récupérer et empêcher Avalanche de l'utiliser. Pendant ce temps, Reno et le président sont de retour à l'hôtel et un certain Rufus contacte le président pour obtenir des informations sur Shotgun. Il s'agit du fils du président qui révèle qu'il attend beaucoup d'elle. Verdot contacte ensuite le président pour l'informer de la situation du canon de Junon. Le président ordonne donc d'augmenter la sécurité de A à S et demande à Reno de récupérer le canon. Une fois que Reno est parti, Fuito se rend dans la suite du président et tire une balle sur le président en disant que son âme va retourner à la planète. Verdot tente d'appeler le président et réussit à le contacter car la balle de Fuito ne l'a pas tué. Le président ordonne alors de contacter Sephiroth. On aperçoit alors un homme aux cheveux argentés recevoir l'appel. Focus sur Junon. Avalanche souhaite utiliser le canon Mako contre Midgar. Reno est toujours en route vers Junon mais devra faire face aux membres d'Avalanche qui ont pour ordre de maintenir la Shinra à l'intérieur de Midgar jusqu'au moment où le canon Mako réalisera son tir. Shotgun a pour ordre de rejoindre la salle de contrôle pour stopper le tir du canon. Elle s'exécute et après avoir affronté les robots de la Shinra qui attaquent tout ce qui bouge lorsque le niveau de sécurité est à son maximum, elle affrontera d'autres monstres et devra s'infiltrer dans la salle des commandes sans se faire repérer par les spots. Mais avant cela, elle fera face à une salle mystérieuse qui la scannera pour lui faire affronter son clone.
Elle s'en débarrassera sans difficulté. Pendant ce temps, Reno a perdu tous ses hommes face à Avalanche et est donc seule contre eux. De retour avec Shotgun, elle affrontera d'autres membres d'Avalanche avant que Tseng ne l'avertisse que le canon a été activé et qu'il ne lui reste qu'une minute pour le désactiver. Elle se pressera en essayant d'éviter les membres d'Avalanche se jetant sur elle. Sur sa route, elle croisera plusieurs cadavres de membres d'Avalanche gisant au sol, puis atteindra finalement la salle de contrôle. Toutefois, une certaine Elfée entre dans le bâtiment et découvre également les cadavres en se promettant que la Shinra paiera. Elle affrontera Shotgun qui venait d'éteindre le canon dès son arrivée dans la salle de commande et la blessera gravement. Shotgun prendra la fuite vers l'extérieur, mais Elfée est déterminée à venger ses camarades. Alors qu'elle s'apprête à donner le coup de grâce à Shotgun, Sephiroth interviendra et bloquera son attaque. Elle se présentera comme étant le leader du groupe Avalanche et avant de prendre la fuite, elle demandera à Sephiroth pour quelle raison il se bat. Shotgun est donc saine et sauve et Sephiroth lui conseillera de dire à ses supérieurs qu'il a senti une incroyable force en Elfée et qu'il ne faut absolument pas la prendre à la légère. Cette journée s'achève sur ces événements et Reno qui s'est débarrassé des membres d'Avalanche à Midgar. Verdot les félicitera et quelques jours plus tard, il enverra Reno, Rude et Shotgun recruter des postulants pour rejoindre le soldat. Après avoir parcouru plusieurs villes à travers le monde, les Turcs effectuent leur dernier recrutement à Costa del Sol. Shotgun a trouvé des prétendants aux soldats dans un club de combat. Elle affrontera une série de champions pour les forcer de rejoindre le soldat. Le destin de ces candidats est d'être plongés dans la Mako pour devenir des soldats. Un peu plus tard, sur le cargo censé les amener à Midgar, un certain Azul démolira les autres candidats de sa cellule. Shotgun essaiera de l'affronter pour le calmer et lui faire entendre raison, mais sans succès. C'est Rude qui interviendra pour le mettre à terre. Après ce petit contretemps, Tseng les avertira qu'Avalanche les attend sur les quais. Ces derniers, menés par Shears, cherchent à libérer les candidats aux soldats. Shotgun reçoit donc l'ordre de les empêcher d'embarquer sur le cargo. Alors que la mission se passe sans encombre, voilà qu'une poignée d'entre eux réussit tout de même à s'infiltrer sur le bateau. Rude lui prêtera main forte pour éviter que plus de membres d'Avalanche n'embarquent, puis ils retourneront sur le cargo, à la recherche de Shears qu'ils semblent avoir perdu de vue. Et en effet, ce dernier est actuellement en train de délivrer les postulants. Shotgun et Rude réussiront à le retrouver. Rude donne alors l'ordre à Shotgun de retrouver les candidats, mais cette dernière sera réticente de le laisser seul avec Shears, qui est quelqu'un de relativement puissant. Malgré tout, Shotgun partira et Rude se fera mettre à terre par Shears. Reno débarquera peu de temps après et Rude lui expliquera la situation avant de lui donner l'ordre de retrouver les candidats lui aussi. Shotgun en retrouvera quelques-uns, mais en revenant auprès de Rude, il lui apprendra que certains seraient du côté de Shears sur la plage. Rude assommera Shotgun pour qu'elle le laisse affronter Shears seul sans discuter. C'est alors qu'il tombera sur Reno qui insistera pour l'accompagner. Pendant ce temps, Shotgun reprend ses esprits et Azul revient de lui-même sur le cargo. Il souhaite baigner dans la Mako pour devenir encore plus fort. Enfin, Reno et Rude affronteront et terrasseront Shears sur la plage de Costa del Sol. Ce dernier prendra la fuite. Quelques mois plus tard, sur les quais de Junon, le soldat s'apprête à embarquer sur un cargo. Parmi eux se trouve un certain Cloud Strife. Avant d'en savoir plus sur cette mission, nous apprenons qu'Avalanche voudrait mettre la main sur des dossiers top secrets qui leur permettront de devenir plus puissants que le soldat. Ces données appartiennent au docteur Rayleigh, qui devrait arriver à la station de Midgar sous peu et que Fuito aurait déjà placé ses troupes sur le coup. Pendant ce temps, à la station de Midgar, Shotgun est chargé d'escorter le docteur et ses données en compagnie de membres du soldat, dont Cloud Strife. Avalanche ne tardera pas à se montrer et réussira à mettre la main sur le docteur Rayleigh en usant de Death Magic. Shotgun recevra l'ordre de Verdot de récupérer les données, même si le docteur doit être blessé. Cloud l'en empêchera alors qu'Avalanche embarquera dans le train avec le docteur. Cloud réussira à monter dans le train, mais Shotgun sera retardé et devra passer par le complexe central et ses différents passages secrets pour espérer le rattraper. Une fois l'objectif atteint, elle affrontera les membres d'Avalanche à travers les wagons et sera obligée de passer par le toit pour éviter une mitrailleuse lourde. Elle retrouvera Cloud mal en point alors qu'il tente de venir en aide au docteur. Shotgun se battra contre Avalanche. Alors que Cloud et le docteur sont sains et saufs, Verdot ordonnera à Shotgun de prendre les données et de s'enfuir, car les hommes de Fuito se dirigent vers elle. Mais il est trop tard, ils sont déjà là. Ces derniers sont habillés de noir comme l'était celui qui avait utilisé la Death Magic.
Verdot insistera pour laisser tomber le docteur et de lui prendre ses données, mais Shotgun fera semblant d'avoir la communication coupée et affrontera ses hommes avec l'aide de Cloud. Puis Shotgun laissera Cloud et le docteur entrer dans le wagon suivant avant de le détacher pour qu'Avalanche ne puisse plus les poursuivre. Shotgun fera face à eux pour les ralentir, et alors que le train ralentit, elle sautera de ce dernier et affrontera encore les membres d'Avalanche. Pendant ce temps, l'autre partie du train dans laquelle se trouvent Cloud et le docteur Rayleigh se stoppe. Cloud sera mise à terre par Avalanche, mais Shotgun interviendra et le sauvera. Alors que cette dernière laisse Cloud prendre soin du docteur pour inspecter l'extérieur du train, ce dernier ne l'entendra pas de cette oreille et ira lui prêter main forte face à de nombreux membres d'Avalanche. Cette erreur permettra aux soldats d'Avalanche mis à terre dans le train de se relever et de voler le disque de données au docteur Rayleigh. La mission a échoué et Fuito a réussi à déchiffrer les données du disque. Il y a des données qui lui demanderont la sollicitation du professeur Ojo, un scientifique travaillant pour la Shinra et qui connaît parfaitement celle-ci et Sephiroth. Quelques mois plus tard, période de Noël à Midgar. Rude semble agir bizarrement depuis plusieurs jours. Lorsqu'il termine ses missions, il part sans dire où il va. Reno demandera à Shotgun d'enquêter sur ce sujet. Elle s'exécutera et demandera à plusieurs habitants, dont une fleuriste, s'ils ont vu passer un homme avec des lunettes de soleil. Son enquête l'amènera jusque dans un bar où ce dernier semble avoir un rencard avec une femme nommée Chelsea. Le lendemain, c'est la même chose. Alors que Rude part sans rien dire, Reno demandera à Shotgun ce qu'a donné son enquête. Shotgun renoncera de le lui dire en révélant accidentellement qu'elle ne souhaite pas s'immiscer dans la vie amoureuse de Rude. Reno, apprenant la nouvelle, souhaite voir ça de ses propres yeux. Shotgun n'aura pas le temps de réagir étant donné que Verdot lui demandera de nettoyer le secteur 8, alors infesté de monstres. Elle devra malheureusement retourner au quartier général pour se préparer car elle tombera sur des ennemis sensibles à l'eau et elle n'est pas équipée pour. Pendant ce temps, Reno espionne Rude au bar. Alors que ce dernier se rend aux toilettes, Chelsea fouillera le téléphone de Rude. Reno la suivra et celle-ci parle avec un homme d'Avalanche. Elle était censée placer un mouchard sur son téléphone, mais elle avouera ne pas en avoir eu l'occasion, ce qui est complètement faux. Le lendemain, Reno essaiera de mettre Rude au courant alors qu'il s'apprêtait à la rejoindre. Ce dernier semble être au courant, mais il dira savoir ce qu'il fait. Verdot appellera Reno et Shotgun pour annoncer qu'il est temps de détruire le nid dans le secteur 8. Ils détruiront le nid et pendant ce temps, Rude attend après Chelsea devant l'arbre de Noël de la plaza vers lequel il lui a donné rendez-vous. Alors que Shotgun rentre de mission, elle croisera Chelsea et la suivra. Elle retrouvera les membres d'Avalanche à qui elle avouera ne plus vouloir faire cette mission. Avalanche ne semble pas apprécier, mais avant qu'il ne puisse lui faire du mal, Shotgun interviendra. Chelsea avouera ne pas vouloir retrouver Rude sous l'arbre de Noël, étant donné que les Turcs et Avalanche sont censés être ennemis. Elle confiera à Shotgun de lui annoncer sa non-venue. Une fois la nouvelle apprise, Shotgun conseillera à Rude de la rattraper. Cependant, Reno apparaîtra et lui conseillera de se mettre au chaud, au quartier général. Après cette petite histoire, les affaires reprendront et le président de la Shinra ordonnera à Verdot d'engager plus de Turcs et de trouver le quartier général d'Avalanche. Verdot envoie donc Shotgun s'occuper de cette tâche. Rude et Reno seront chargés de mener l'enquête sur les troupes de Fuito. Quelques semaines plus tard, les soldats Esai et Sebastian sont envoyés dans le village glaçon afin d'exterminer des monstres. Ils seront malheureusement attaqués par les membres d'Avalanche habillés en noir. Ces derniers sont bien plus rapides et puissants que le soldat. Ils les kidnapperont. Shotgun est donc envoyé au village glaçon pour enquêter et trouver la base ennemie. Un autre Turc devrait la rejoindre. Après quelques recherches, Shotgun trouve la base ennemie et s'y introduit. Elle réussira à trouver et libérer Esai et Sebastian enfermés dans des capsules. La raison de leur séquestration dans ces bocaux reste inconnue. C'est pour cette raison que Shotgun poursuivra son enquête et sera rejointe par Two Guns juste après avoir tué un membre Avalanche habillé de noir. Ils réussiront à trouver la sortie, mais l'homme en noir est de retour. Il est revenu à la vie après avoir été remis dans une des capsules par Fuito. Ces membres d'Avalanche habillés de noir sont reconnus comme étant les Raven. Après avoir été vaincu, Fuito débarquera et révélera son plan de vouloir compenser l'énergie de la planète volée par la Shinra avec la vie de ses propres membres. Il essaiera de leur tirer dessus, mais un camion sauvera la vie de Shotgun et Two Guns, et la conductrice, Martial Arts, leur dira de monter dans le camion pour avoir la vie sauve. Une fois enfuis, Fuito dira à ses hommes qu'il n'est pas nécessaire de les poursuivre et de continuer leur plan.
Pendant ce temps, Shotgun fera son rapport à Verdot et la Shinra fera de cette base leur cible prioritaire. Le président de la Shinra ordonnera l'aide d'un soldat nommé Zack. 2 jours plus tard, Shotgun, Esai, Sebastian et Zack mèneront l'opération. 2 camions seront utilisés pour cette mission. Malheureusement, un pont s'effondrera sous le poids du camion transportant Shotgun et Zack. Ces derniers devront traverser une caverne de glace pour espérer retrouver leurs coéquipiers. Mais il est trop tard, les soldats les accompagnant seront retrouvés à terre et leur apprendront que Esai et Sebastian ont été kidnappés par le Raven. Zack partira vers l'avant en suivant les traces. Shotgun retrouvera la base d'Avalanche et retrouvera les capsules dans lesquelles sont enfermés Esai et Sebastian. En les délivrant, ces derniers attaqueront Shotgun, ne la reconnaissant plus. Zack interviendra et réussira à éveiller leurs souvenirs. Ils ne supporteront pas et s'autodétruiront. Une alerte sera alors donnée. La base est sur le point de s'autodétruire. C'était une embuscade et ils réussiront à s'enfuir et Zack rendra hommage aux 2 soldats, Esai et Sebastian. Plus tard, au quartier général de la Shinra, il sera reconnu qu'une taupe se cacherait parmi les Turcs. Verdot serait alors démis de ses fonctions de dirigeant des Turcs. C'est le directeur de la sûreté, Heidegger, qui prendra le relais. Il leur ordonnera d'aller surveiller Junon sans plus de détails. Face à ce manque de consignes, des membres d'Avalanche envahiront la ville de Junon, Heidegger sera incapable de gérer la situation et Verdot fera un retour inattendu en faisant du chantage au président de la Shinra, celui de révéler les secrets de l'entreprise. Verdot est donc réengagé, permettant de reprendre la situation en main. À la fin de la journée, Verdot et le président jugeront bon de surveiller Hojo qui pourrait être la future cible d'Avalanche. Et effectivement, Avalanche délivrera les monstres du laboratoire d'Hojo. Shotgun est donc envoyée pour éradiquer les monstres. Elle espionnera une conversation entre Shears, Fuito et Hojo. Fuito fera une offre à Hojo, celle de rejoindre Avalanche pour découvrir leurs membres du Raven plus performants que ceux du soldat. Shotgun sortira de sa cachette pour protéger Hojo, mais Fuito demandera à Kaine, un des Raven, de le combattre. Et bien que Shotgun le mettra à terre plusieurs fois, ce dernier se relèvera toujours plus vite et toujours plus fort. Ce qui excitera Hojo, qui suivra donc Shears et Fuito vers l'hélipad pour rejoindre Avalanche. Alors que Shotgun combat toujours le Raven, elle le poussera dans l'incinérateur pour s'en débarrasser définitivement. Shotgun et Tseng poursuivront donc l'hélicoptère à travers l'autoroute à bord d'un camion. Cependant, Shears lancera une bombe sur la route, forçant Shotgun et Tseng à sauter du camion. Shotgun affrontera Shears contre qui elle ne fera pas le poids. Affaibli, Shears en profitera pour s'enfuir en rattrapant l'hélicoptère. D'ailleurs, dans l'hélicoptère, Fuito fera la promotion d'Avalanche à Hojo en lui disant que leur budget, désormais conséquent, leur a permis d'avoir des installations aussi conséquentes que celles de la Shinra. Shotgun essaiera de poursuivre l'hélicoptère à pied mais sera attaqué par un dragon modifié. Ce dernier est sur le point de remporter le combat, mais Sephiroth interviendra et coupera le dragon en 2. De loin, il arrivera à endommager l'hélicoptère avec son attaque Masamune. L'hélicoptère se retrouve alors sur l'autoroute et Tseng parviendra à en retirer Hojo et lui ordonnera de retourner chez Shinra, ce qu'il acceptera car il estimera ne pas avoir fini ses recherches avec Sephiroth. L'espion infiltré dans la Shinra, dont on ne connaît toujours pas l'identité, révélera quelque chose d'intéressant pour Avalanche. L'emplacement de la dernière survivante des Cetra. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Shotgun après une soirée arrosée dans un bar du secteur 5. Elle tombera sur une maison entourée de fleurs dont une jeune fille en sortira et s'enfuira en reconnaissant l'uniforme turc de Shotgun. Elle tombera sur des membres d'Avalanche. Shotgun les vaincra et la jeune fille, répondant au nom d'Aeris, est étonnée de voir que Shotgun ne la connaisse pas. C'est alors qu'Aeris sera régulièrement poursuivie par Avalanche et sauvée par Shotgun. Plus tard, Aeris avouera être sortie de sa maison la nuit car la planète l'appelait à découvrir le monde au-delà de Midgar. Mais soudainement, Aeris se met à paniquer en disant avoir perdu sa matéria spéciale. Shotgun la recherche, la trouve et se fera assommer par Shears sur le chemin du retour, ce qui permettra à ce dernier de kidnapper Aeris. Pendant ce temps, le président de la Shinra ordonne à Verdot d'empêcher Avalanche de capturer Aeris. C'est une personne que la Shinra cherche à capturer depuis des années. Rufus suggérera d'envoyer l'armée pour accomplir cette tâche, mais le président jugera que ce n'est pas comme ça qu'elle les mènera à la terre promise et qu'il valait mieux prendre des précautions. Ce que Rufus considérera comme une perte de temps. Retour vers Aeris, Shears l'a emmenée vers l'église du secteur 5 où l'attendaient Fuito et Elfé, qui diront vouloir la protéger de la Shinra,
et lui demanderont également l'emplacement de la Terre Promise pour la protéger également de la Shinra. Aerys n'en a cependant aucune idée, mais elle peut entendre une voix souffrante à l'intérieur d'Elphée. Shotgun tombera malheureusement sur les fleurs et se battra contre Shears et Fuito. Aerys tentera de les raisonner pour ne pas qu'ils combattent sur les fleurs. Elphée s'effondre alors et tandis que Fuito et Shears l'aident à sortir de l'église, Aerys révélera qu'elle est malade et ne peut être guérie que sur la Terre Promise. Aerys rentrera donc chez elle car la Shinra ne pourra pas être menée à la Terre Promise sans sa pleine coopération. Un mois plus tard, Shotgun est envoyé vers une autre mission, celle d'enquêter sur les ouvriers du réacteur du mont Nibel qui ne donnent plus aucun signe de vie. Elle tombera sur une fille répondant au nom de Tifa, cherchant son chat. Après avoir affronté de nombreux monstres, le chat sera retrouvé et Shotgun découvrira que le réacteur du mont Nibel est infesté de dragons. La mission est mise en pause et Shotgun retourne vers Nibelheim, dans une cabine. Alors que Tifa demande à Shotgun si elle connaît quelqu'un du nom de Cloud, la cabine se fait attaquer par un dragon. Le téléphérique est donc détruit, ce qui posera problème aux soldats, dont Sephiroth, qui viendront se débarrasser du dragon dans quelques jours. Shotgun devra donc trouver un guide pour eux et Tifa acceptera d'être ce guide. Le lendemain, Sephiroth, Zack et Cloud débarquent à Nibelheim, et Cloud demandera à Shotgun de ne pas dire à Tifa qu'il est revenu à Nibelheim. Tous resteront donc silencieux à ce sujet. Le lendemain, l'équipe retournera au réacteur et Shotgun sera surprise de voir Sephiroth agir bizarrement. Ce dernier s'enferme dans sa chambre d'hôtel et Zack avouera que ce dernier a changé depuis qu'il a vu quelque chose dans le réacteur du mont Nibel. Sephiroth disparaîtra ensuite dans le sous-sol du manoir Shinra et Tseng ordonnera à Shotgun de le surveiller. Une nuit, Sephiroth quittera le manoir et mettra le feu à Nibelheim. Tseng sera alerté par Shotgun qui poursuivra Sephiroth jusqu'au réacteur. Alors qu'il se dirige vers le cœur du réacteur, Sephiroth lancera son attaque assommant Shotgun qui sera ranimé par Cloud. Shotgun, titubant et essayant de rejoindre Cloud, découvrira Tifa gravement blessée, avec l'aide d'un autre Turc, guidé jusqu'ici grâce au chat de Tifa. Ce Turc, répondant au nom de Zangan, fera sortir Tifa du réacteur. Shotgun se rend dans la salle de Genova, passant devant Zack alors immobilisé. Elle apercevra Cloud jetant Sephiroth dans la Mako, puis elle fera un rapport à Tseng. Plus tard, Shotgun attendra les renforts pour aider Cloud et Zack. C'est le professeur Hojo qui sera le premier à arriver sur place, suivi de Tseng qui enverra Shotgun aider Reno et Rude pour aider les habitants du village. Hojo fera part de son idée à Tseng, celle d'inclure Cloud et Zack dans une nouvelle expérience. Une fois de retour à Nibelheim, Shotgun recevra de nouveaux ordres de la part de Tseng, se rendre dans le manoir Shinra afin d'y détruire des documents confidentiels. Dans ce manoir, des esprits étranges y flottent et créent des illusions, prouvant que le manoir n'est pas net. Shotgun trouvera les documents et y jettera un œil. Elle y apprend que Hojo a effectué des expériences à Nibelheim sur des gens d'une ville ayant été bombardés accidentellement. Il a essayé de les fusionner avec de la matéria. Ce fut un échec sauf pour les personnes possédant des membres artificiels, étant donné que la chair abîmait la matéria. Elle détruit alors les documents et rencontre Verdot tout juste arrivé au manoir. Il expliquera que ce manoir servait à réaliser des expériences durant des décennies, mais fut abandonné lorsque des phénomènes étranges ont commencé à apparaître. Ensemble, ils se rendent au sous-sol et enquêtent sur les machines du laboratoire. C'est alors qu'un flash aveuglant survient et ils se retrouvent dans le secteur 8 le jour de l'attaque d'Avalanche. Ils se battent contre eux qui se révèlent finalement être des esprits flottants. Verdot utilise une magie puissante avec son bras prothétique, comportant un emplacement de matéria. Un faux Verdot apparaît et leur annonce qu'il va leur faire revivre leurs horreurs du passé. C'est alors que se matérialise la ville de Calme. Celle-ci se fera engloutir par les flammes. Verdot sait que ce souvenir concerne la ville de Calme, le jour où elle a été bombardée accidentellement lors d'une mission qu'il dirigeait. Il a perdu sa femme et sa fille lors de cette mission, et son bras est là pour le lui rappeler. L'illusion disparaît et il retourne alors à l'extérieur où l'attendent les autres Turcs et Hojo, alors impatient de commencer ses expériences. Verdot assurera avoir embauché des employés de la Shinra pour reconstruire Nibelheim et jouer le rôle des habitants de cette ville. Il souhaite avoir le contrôle total de cette situation afin que personne ne puisse un jour être impliqué dans le même genre d'histoire que celle de son passé. De retour au quartier général, Verdot informera le président qu'il a trouvé le quartier général d'Avalanche. Il serait à Utai. Quant à la personne espionnant la Shinra, il pense avoir sa petite idée. Quelques mois plus tard, à Utai,
L'informateur révélera à Fuyito, Shears et Elfé que la Shinra aurait localisé leur quartier général et s'apprêterait à le détruire. Ils ont donc tout intérêt à réussir la mission qu'ils ont actuellement. Shotgun se rend à Utai et sauve une jeune fille qui se faisait poursuivre par Avalanche. Cette jeune fille, du nom de Yuffie, la questionnera au sujet de la magie que Shotgun utilise. Shotgun lui apprendra qu'il s'agit de Materia. Alors que Shotgun lui conseillera de s'enfuir pour se mettre en sécurité, Yuffie se met en tête d'acquérir des Materia pour gagner en puissance. Shotgun ne peut accéder au siège d'Avalanche que par les toits. C'est pour cela qu'elle grimpera des falaises de Dachao pour poser une bombe sur le toit de leur siège. Pendant ce temps, à l'intérieur du siège, Fuyito ordonne de surveiller chaque étage pour faire face à une intrusion imminente. Elfé insistera pour participer au combat malgré son état. Fuyito et Shears accepteront et assureront qu'ils la protégeront. Shotgun affrontera Avalanche à chaque étage et posera également une bombe sur chacun d'entre eux. Arrivé au rez-de-chaussée, Yuffie tombera du plafond sur Shotgun et dira détester les gens qui ont pris cette pagode comme quartier général et détester également la Shinra. Elle s'enfuira par un passage secret. Shotgun la poursuivra car cette dernière lui aurait volé son détonateur. Rattrapée et prise au piège, Yuffie actionnera le détonateur et elles devront s'enfuir le plus vite possible. Yuffie connaît heureusement bien les raccourcis pour sortir plus vite, affrontant les membres d'Avalanche sur leur route. Dans une grande pièce, Shears, Fuyito et Elfé les attendent et les affronteront. Shotgun remportera les combats pour protéger Yuffie et elles se presseront de sortir de la pagode, ne voyant pas que Shears, Fuyito et Elfé sont en train de se transformer en Raven. À l'extérieur, Shotgun sera rejointe par Tseng. Yuffie sera dégoûtée de savoir qu'elle travaille pour la Shinra et lui demandera de quitter Utai immédiatement. L'assassinat des 3 dirigeants d'Avalanche reviendront aux oreilles du président, mais c'est ce qu'il croit. En effet, au sommet des falaises de Dachao, Shears, Fuyito et Elfé sont toujours vivants et avaient utilisé des clones d'eux-mêmes pour tromper la Shinra. Rufus se révélera être l'informateur. Il annoncera que l'attaque la plus importante envers la Shinra est encore à venir. Un mois plus tard, sur le site de lancement de la fusée Shinra numéro 26, le vice-président Rufus et Shotgun assistent à la répétition du spectacle aérien cérémonial du pilote du Tiny Bronco, Sid Highwind. Ce dernier est excité à l'idée de savoir qu'il sera le premier homme à se rendre dans l'espace. Toutefois, Rufus estimera que cette opération n'est qu'une perte d'argent et une histoire de relations publiques. C'est alors que quelqu'un s'apprête à voler le Tiny Bronco. Shotgun sautera sur l'avion alors en train de décoller, fera sortir le voyou et reprendra le contrôle de l'avion pour le ramener sous les conseils à distance de Sid. Dans une forêt à proximité, le voleur informera Shears qu'il n'a pas réussi à voler l'avion. Shears lui ordonnera donc de voler l'un des réservoirs d'oxygène de la fusée du site de lancement 26 afin de stopper le lancement de celle-ci et de mettre le plan de Rufus à exécution, celui d'assassiner le président de la Shinra. Pendant ce temps, Sid fera visiter la fusée à Rufus et Shotgun. Mais Sid sera alerté par la présence d'un intrus et enverra Shotgun qui le tuera. Sid remarquera plus tard que cet individu aurait volé un réservoir d'oxygène. Après ces événements, Sid rassurera le président de la Shinra en disant vouloir prendre tous les risques pour que le lancement se fasse, alors que Rufus conseillera de laisser tomber. Bien sûr, le président maintiendra le lancement. Le jour du lancement, Sid est alors introuvable et Tseng envoie Shotgun le retrouver. Ce dernier est aperçu dans les bois en train de poursuivre des voyous ayant tenté de saboter d'autres bouteilles d'oxygène. Shotgun l'aidera à les vaincre et ils retourneront au site. Sid prendra place au poste de pilotage. De son côté, Rufus semble mécontent que Verdot reste auprès du président. Cela l'empêche de mettre son plan à exécution. Alors que le compte à rebours se lance, une des mécaniciennes est toujours dans la salle d'oxygène car non satisfaite des résultats des réservoirs après la seconde intrusion. Le lancement sera alors annulé par Sid. Il était prêt à sacrifier sa vie mais pas celle d'une autre personne. Comme il faut un long moment pour repréparer la fusée, son rêve est brisé et l'entreprise Shinra humiliée. Car Rufus, suite à cette bévue, réussira à faire annuler toute reprise de ce programme spatial. Les autres membres de l'exécutif reconnaîtront alors que Rufus est un candidat sérieux pour remplacer le président. Quelques jours plus tard, Avalanche prendra le contrôle du réacteur Mako en construction à Corel. Elfé et ses camarades considèrent que le fait de construire plus de réacteurs affaiblit encore plus la planète et ils ne peuvent pas le permettre. Ils souhaitent également révéler les secrets du fonctionnement des réacteurs Mako afin de causer des problèmes d'image à la Shinra.
Tseng, Reno et Rude seront envoyés par les montagnes de Corel pour reprendre le réacteur, de même que Shotgun qui sera plutôt chargé de passer par les mines de charbon. Elle y rencontrera un mineur du nom de Barrett qui l'aidera à naviguer vers le bon itinéraire. Avalanche a malheureusement posé de l'artillerie pour les empêcher d'avancer, ce qui les forcera à utiliser les chariots de mine. En atteignant la fin du tunnel, un éboulement les séparera et Shotgun poursuivra sa route à travers les montagnes vers le réacteur. Verdot préviendra alors le président que Rufus vient de débarquer à Corel. Le président lui ordonnera donc de prendre les mesures d'urgence secrètes pour empêcher Rufus de faire quelque chose de stupide, afin de maintenir la réputation de l'entreprise. Shotgun réussira tant bien que mal à atteindre le réacteur et sera surprise d'apercevoir Rufus qui déclarera être venu car Avalanche est allé trop loin. C'est alors que Reno, Rude et Verdot arrivent en même temps et Verdot ordonnera l'arrestation de Rufus car c'est lui qui contrôle Avalanche et que le président a ordonné de le placer en résidence surveillée au siège des Turcs. Fuito débarque avec ses hommes et refusera d'obéir à l'ordre de Rufus de tuer les Turcs. En effet, Fuito a réussi à créer une nouvelle division d'Avalanche et n'a donc plus besoin de son aide. Alors qu'il souhaite l'éliminer, les Turcs le protégeront et réussiront à les vaincre. Elfé et Shears rejoignent alors Fuito, l'informant que les préparatifs sont prêts pour faire exploser le réacteur. En apercevant Elfé, Verdot recevra un choc. Elfé et sa fille Felicia, en réalité. Des souvenirs lui reviennent. Felicia avait subi des expériences du professeur Ojo après le bombardement de la ville de Calm, et ce dernier l'avait laissée pour morte. En découvrant la vérité, cela provoque également une douleur chez Elfé qui s'effondrera. Fuito s'emparera d'Elfé, réalisant que son plan de retrouver les souvenirs d'Elfé s'est accompli, et prendra la fuite avec elle. Shears les poursuivant également. Les Turcs encourageront Verdot de retrouver sa fille, peu importe son statut de chef des Turcs. Verdot démissionnera avant de se lancer à leur poursuite. Pendant ce temps, le président de la Shinra envoie Scarlett, directrice du département de développement des armes, reprendre le contrôle de la situation. La bombe du réacteur explose et Shotgun se réveillera dans les sous-sols. Elle apercevra Shears plus loin et tentera d'appeler à l'aide en vain. Shears connaît bien les lieux grâce au plan que Rufus lui avait fourni, mais il est réticent à aider une Turque. Alors qu'ils combattent les monstres ensemble, Shotgun remarquera que Shears est gravement blessé suite à l'explosion. Ils joigneront donc leurs forces pour se sortir de cette situation. Ils affronteront un Raven qui prendra Shears pour cible. En effet, depuis que Fuito a créé sa nouvelle avalanche, Shears serait un ennemi. C'est d'ailleurs Fuito qui l'a fait tomber. En le combattant, Shotgun remarquera que Shears fera tomber un étrange cristal en forme de pyramide. Shears révélera l'avoir trouvé dans le laboratoire de Fuito. Shears révélera alors le véritable plan de Fuito, celui d'utiliser Elfé pour détruire toute vie sur la planète grâce à la matière incrustée au dos de la main d'Elfé. Cela lui permettrait de garder la planète en vie plus longtemps. Mais il expliquera que Fuito les aurait tous trahis à partir du moment où Elfé est devenu léthargique. Shears racontera alors son passé. Ses parents ont été tués par la Shinra, ce qui l'a poussé à haïr cette compagnie. Il deviendra ensuite le chef d'un groupe de bandits l'ayant élevé. Mais alors qu'il essayait de voler un groupe de personnes, ses hommes se feront tuer par Elfé qui l'engagera dans son groupe anti-Shinra, grâce à son mépris pour la Shinra. Depuis, il s'est juré de rester à ses côtés et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la sauver des mains de Fuito. Shotgun approuvera l'objectif de sauver la fille de Verdot et d'arrêter les plans de Fuito. Alors que le réacteur s'effondre un peu plus et que les Raven attaquent de plus en plus nombreux, Shears sera dans un état critique. Il donnera la matéria à Shotgun et lui ordonnera de le laisser ici. Elle refusera en le portant. Toutefois, un long morceau de passerelle manque pour sortir du réacteur. Shears rassemblera ses dernières forces pour lancer Shotgun vers la sortie alors que le réacteur s'effondre totalement sur Shears. Reno et Rude sauveront également Shotgun, mais ces derniers sont dans un état critique à cause de l'exposition à la Mako. Un peu plus tard, Tseng informera le président que Rufus est bien en détention dans le lieu secret. Le président donnera alors l'ordre de remplacer les Turcs blessés et de rechercher et assassiner Verdot afin qu'il ne divulgue pas les secrets de l'entreprise conformément à la politique de la Shinra. Shotgun se réveillera sur un lit d'hôpital. Deux Turcs qu'elle n'a jamais rencontrés auparavant se présenteront comme des Turcs seniors qui étaient affectés sur d'autres missions. L'un est épéiste de Gonganga et l'autre est une orpheline du nom de Cisné, élevée par la Shinra. Elle révélera à Shotgun qu'elle a été sauvée des décombres du réacteur de Corel et que cela faisait 3 ans qu'elle était dans le coma. Shotgun demandera alors des nouvelles sur la situation.
Tseng lui expliquera alors que le plan de Fuito visant à détruire le monde a été découvert mais que Elfei, Fuito, Shears et Verdot n'ont plus donné signe de vie depuis l'explosion du réacteur Mako à Corel. Quelques mois plus tard, Shotgun sera envoyé en mission à Canyon Cosmo avec Reno afin de localiser et capturer un animal en voie d'extinction et de le ramener au laboratoire du professeur Hojo à Midgar. Selon Reno, cette créature doit apparaître pour accomplir un rite pour apaiser la planète. Alors qu'ils effectuent leurs recherches dans la vallée de l'étoile tombée, un certain Nanaki rend visite à son grand-père adoptif dans son observatoire. Ce dernier, nommé Buggen Hagen, lui rappellera de participer au rite étant donné qu'il n'existe plus que 2 animaux de leur espèce pour effectuer ce rituel qui a lieu une fois tous les 50 ans. Cependant, Nanaki sera réticent à l'idée de l'accomplir. Reno trouvera l'observatoire de Buggen Hagen et celui-ci lui apprendra que Verdot est passé par là. On y apprend également que la matéria présente sur la main d'Elfei est une matéria d'invocation incomplète qui puise son énergie. Il semblerait que Verdot cherche à extraire la matéria de la main d'Elfei avant qu'elle ne la tue. De retour au village, Reno et Shotgun apercevront les Raven pour suivre une créature ressemblant à celle qu'ils doivent trouver pour Hojo. Ils essaieront de les éloigner du canyon alors que dans le canyon, Nanaki est approché par une femelle de son espèce nommée Dean. Elle lui demandera s'il souhaiterait s'entraîner pour la cérémonie. Hésitant, ce dernier s'enfuit et se fera traiter de lâche par Dean. Pendant ce temps, Fuito rend visite à Buggen Hagen, son ancien mentor, pour lui dire d'empêcher la réalisation du rite où ils captureront soit Nanaki, soit Dean. Ce dernier souhaite en réalité utiliser la matéria invocation brûlante du monde pour purifier la planète et ramener toute vie dans la rivière de la vie. Et effectivement, les Raven sont en train de poursuivre Dean. Les Turcs les chasseront et souhaiteront emmener Dean au laboratoire de Hojo. Nanaki se mettra en travers de leur route, les affrontera mais perdra le combat. Cependant, ils laisseront Nanaki effectuer le rituel important pour son peuple à condition qu'il le suive par la suite jusqu'au laboratoire. Nanaki acceptera et réalisera le rituel avant de se rendre. Les événements suivants montrent Cloud et Zack qui réussissent à s'échapper du laboratoire secret d'Hojo après 4 ans d'expérimentation. C'est Shotgun qui sera envoyé pour rechercher 2 sujets échappés du laboratoire dans la forêt environnante. Elle trouvera Zack et sera surprise de savoir qu'il est l'un des sujets recherchés. Zack la suppliera de les laisser tranquilles mais Shotgun n'acceptera pas et Zack parviendra à fuir dans la forêt. Elle retrouvera Zack plus loin en train de soigner un Cloud empoisonné à cause de la Mako. Shotgun regrette alors leur capture par Hojo et le fait que les Turcs y ont largement contribué. Elle les laissera s'enfuir et appellera Tseng pour le lui dire. Elle partira donc enquêter dans ce laboratoire secret sous le manoir Shinra. Aux archives, elle rencontrera Verdot, recherchant des informations sur la fusion de matéria effectuée sur sa fille. Shotgun, malgré l'ordre de la Shinra d'éliminer Verdot, veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. Verdot lui expliquera alors que pour retirer la matéria qui draine la vie de sa fille, il lui faudra trouver les 4 matérias de soutien spécial. Il révélera que les Turcs en ont obtenu une lors de l'incident à Corel, ce qui laissera Shotgun perplexe quant à la façon dont il pourrait le savoir. Un des rapports révèle qu'il existe un échantillon de recherche précieux derrière l'une des portes du sous-sol. Là-bas, ils trouveront un ancien collègue de Verdot enfermé dans un cercueil. Il répond au nom de Vincent et leur apprendra qu'une des matérias de soutien spécial se trouve dans une des pièces du manoir. Avalanche les entendra, ils les poursuivront et les battront. Finalement, l'une des matérias de soutien spécial sera trouvée à l'étage. Un Raven fera irruption et leur volera. En le poursuivant vers l'extérieur, ils le verront rejoindre Fuito et prendront la fuite ensemble. Verdot assommera Shotgun pour faire croire aux soldats du coin qu'il n'est pas allié avec Shotgun. En se relevant, elle trouvera une note de Verdot disant de demander de l'aide à Rive pour l'aider à trouver les 2 dernières matérias de soutien spécial. Plus tard, le président recevra un message de Scarlett accusant les Turcs d'avoir aidé Verdot. Le président sera réticent à prendre des mesures contre eux étant donné qu'ils tiennent Rufus. Il donnera comme mission à Scarlett de capturer Verdot et de punir les Turcs pour insubordination. Tseng, de son côté, s'adressera aux Turcs en révélant vouloir aider Verdot, quitte à y perdre la vie. Avec cette mission, Scarlett envoie l'armée de la Shinra trouver le quartier général secret des Turcs dans le bâtiment Shinra. Pendant ce temps, Rive, directeur du développement urbain, contrôle son char robotique Ketchi pour s'introduire dans leur fameux quartier général secret.
Il révélera aux Turcs que la prochaine matéria de soutien spécial se trouverait dans le réacteur Mako en ruine de Gonganga et qu'il devrait voler un sous-marin dans le port de Junon pour s'y rendre. Shotgun accomplira cet objectif avec l'aide de Ketchi et ils navigueront jusqu'à Gonganga. Ils y affronteront un monstre qui brisera Ketchi. Shotgun terrassera le monstre, mais la matéria de soutien spécial tombera dans les ruines du réacteur. Shotgun appellera Reeve pour l'informer de la situation et des gobelins en profiteront pour voler les pièces de Ketchi et les disperser. Reeve guidera Shotgun pour les retrouver. Une fois reconstruit, Reeve devra malheureusement assister à une réunion et laisse Shotgun le loisir de contrôler Ketchi grâce au dispositif présent à l'intérieur de ce dernier. Cela permettra à Shotgun d'accéder à de nouvelles parties du réacteur en ruine grâce à la petite taille du chat. Ils découvriront qu'Avalanche recherche également la matéria à cause de la présence des Raven qui l'attaqueront. Ils semblent plus forts qu'auparavant, mais Shears interviendra et les mettra à terre. Il récupère alors la matéria. Shears conduira Shotgun vers Verdot. Ce dernier avait sauvé Shears du réacteur de Corel et œuvrent ensemble depuis pour sauver Elfé. Verdot expliquera que la seule façon de sauver sa fille est de réunir les 4 matérias de soutien, mais que cette réunion ferait apparaître le Zirconiade, le destructeur du monde. Le but sera donc de réunir les matérias pour sauver sa fille, mais de les détruire avant que le Zirconiade n'ait le temps d'obtenir sa forme complète. Un soldat repérera Shotgun, Shears et Verdot ensemble et en informera Scarlett, qui préviendra immédiatement le président. Il donnera donc l'ordre à Scarlett de mobiliser l'armée pour tuer tous les Turcs à cause de leur trahison, ce qui leur permettrait de récupérer Rufus sans menace de chantage. Les événements suivants nous placent dans la vallée du désert de Corel. Une jeune femme aperçoit plusieurs Raven passer en courant. Cependant, elle remarquera qu'ils sont étranges, un peu comme s'ils étaient devenus zombies. Pendant ce temps, Rufus informera Tseng que beaucoup de membres d'Avalanche semblent traîner du côté de la prison de Corel. La seule raison pour qu'ils soient là-bas pourrait être la présence d'une matéria de soutien. Shotgun s'y rendra et suivra un signal à travers les terres désolées pour suivre les membres d'Avalanche. Elle trouvera une femme allongée sur le sol et semble avoir subi une insolation. C'est alors qu'un ver géant sort de terre et Shotgun l'affrontera et gagnera le combat. Elle profitera du trou formé par le ver pour y mettre la femme en sécurité. Pendant ce temps, Scarlett informera ses troupes avoir localisé Verdot et qu'ils se doivent de réaliser cette mission. Retour avec Shotgun qui apportera de l'eau à la femme mais qui restera méfiante envers la Turque. Shotgun poursuit donc son exploration et découvrira que les Raven ont été tués par un autre ver. En le tuant, Shotgun dénichera la matéria de soutien qu'il possédait. En retrouvant la femme, cette dernière se montrera toujours ingrate face à l'aide proposée et s'en ira, prétextant avoir quelque chose à faire. Shotgun la poursuivra mais en sortant du tunnel, elle sera prise dans une tempête de sable. Elles seront attaquées par les Raven qui essaieront de voler la matéria de soutien. Shotgun se débarrassera d'eux mais remarquera sur son radar que beaucoup se dirigent encore vers elle. La femme demandera à Shotgun si elle sait pourquoi les gens les détestent autant. Elle se présentera donc comme étant Chalua et dira que les Turcs lui ont volé sa sœur pour l'engager dans le soldat. Elle aurait rejoint Avalanche pour en apprendre plus sur le soldat. Toutefois, Shotgun lui apprendra qu'Avalanche n'est plus celle qu'elle a connue et qu'elle est remplacée maintenant par les soldats de Fuito. Elles réussiront à atteindre une crête pour échapper à la tempête de sable, mais les Raven les encercleront jusqu'au moment où ils seront abattus par Shears et Verdot. S'agissant d'une vieille connaissance, Chalua acceptera de suivre Shears. Au siège des Turcs, Rufus informera Tseng que Scarlett et ses troupes se dirigent actuellement vers Verdot et qu'ils se serviront de lui comme levier contre les Turcs. Tseng en conclut alors que le président ordonnera son exécution quoi qu'il arrive. Tseng décidera de voler vers Corel même s'il sait qu'il n'arrivera jamais à temps. Scarlett débarque donc avec son armée et blesse Shotgun. Verdot appellera Scarlett à stopper l'assaut car il sait très bien que c'est lui qu'elle veut. Elle emmènera Verdot en captivité laissant Shotgun pour morte. Tseng apparaîtra et Shotgun lui expliquera la situation. Tseng motivera les Turcs à délivrer Verdot. Au siège de la Shinra, l'exécutif décidera de dissoudre les Turcs, laissant Scarlett s'occuper de les tuer. Le président souhaite se servir de Verdot pour récupérer Rufus. Il annoncera cependant vouloir exécuter Verdot dans 4 jours. Les Turcs se diviseront en 2 groupes. Tseng, Reno et Rude tenteront de localiser Verdot, tandis que les autres sont chargés de trouver la dernière matéria de soutien. Avec Shears, ils se réuniront dans un bar du Wall Market. Ils décident de se partager les matérias entre eux pour plus de sécurité. Elena, une jeune sœur d'un des Turcs et serveuse du bar, sortira à la fin de son service. Elle remarquera une bagarre entre des soldats et des Raven. Les Raven emmèneront les soldats en tirant sur leurs uniformes.
Plus tard, elle recroisera les soldats en pleine forme, mais quelque chose semble clocher. Elle les suivra alors, ignorant être surveillée. Pendant ce temps, Tseng recevra une vidéo de la cellule de Verdot. C'est Rufus qui la lui envoie et n'acceptera de révéler cet endroit uniquement avec un bon prix et n'acceptera de négocier qu'avec Tseng. De retour au bar, les Turcs décident de se séparer pour retrouver Elfé. Alors que Shotgun sort, des troupes de la Shinra débarquent avec des robots qui lâchent sur les Turcs. Shotgun les battra et recevra un appel de Tseng, qui aurait localisé Verdot. Il demandera à Shotgun de sécuriser une sortie. Elle y arrivera en évitant les robots, mais découvrira un endroit lourdement gardé par le soldat. Pour y entrer, elle devra s'emparer d'un camion Shinra. Elle assommera un soldat et volera son uniforme avant de s'infiltrer dans un camion. Elle découvrira Elena séquestrée dans ce camion. Kidnappée car elle s'était aperçue que les soldats n'étaient pas de vrais soldats. C'est Avalanche qui s'est déguisé en soldat pour s'infiltrer dans la base. Alors que le camion s'arrête, Shotgun en sortira et affrontera des Raven. Malheureusement, le camion repartira avec Elena pendant l'affrontement. Shotgun essaiera d'avertir Tseng, mais n'obtiendra aucune réponse et pour cause, ce dernier est submergé par la Shinra. Tseng se remémorera alors le jour où il a infligé cette cicatrice à Verdot. Alors jeune recrue, ce dernier était chargé de libérer un soldat kidnappé par une entreprise rivale. Cette dernière revendait aussi les armes de la Shinra illégalement. Il fermera les yeux sur cette activité pour prioriser le sauvetage du soldat. Grosse erreur, il lui sera reproché de faire passer ses intérêts personnels avant ceux de la Shinra. Lors d'une autre mission, c'est à nouveau une erreur de ce style qui causera la cicatrice de Verdot. Depuis ce jour, Tseng se promettra de réussir ses missions à n'importe quel coup. De retour de ce souvenir, Tseng retrouve la force d'affronter les robots de la Shinra. Relèvera Rude et Reno pour traverser le site de décharge pour sauver Verdot. Pendant ce temps, Shears subira un chantage de la part de Fuito. Il ne sera fait aucun mal à Elfé s'il lui remet la matéria de soutien qu'il possède. Shears la lui remettra. Elena, quant à elle, sera transférée dans un train. Par chance, Shotgun réussit à atteindre ce train, mais elle sera aussi victime d'un chantage. La vie d'Elena contre sa matéria de soutien. Elle donnera la matéria, mettra Elena en sécurité et partira récupérer la matéria de soutien. Cependant, elle échouera car le Raven possédant la matéria réussira à sauter sur un train partant en direction opposée. Pendant ce temps, Fuito expliquera comment il invoquera Zirconiade. En réunissant les 4 matérias soutien, il pourra commencer l'invocation, retirer la matéria de la main d'Elfé, ce qui la tuera et rendra Zirconiade complet. Shears sera laissé mourant. Ce dernier avertira Shotgun qu'il faut absolument sauver Elfé pour éviter que Zirconiade ne devienne complet. Pendant ce temps, Tseng parvient à libérer Verdot, alors impressionné par son équipe, et le président profitera que tous les Turcs soient occupés pour essayer de récupérer Rufus. Shotgun parviendra à voler l'hélico, stopper le camion Avalanche, mais ne parviendra pas à les arrêter avant qu'il n'ait remis les matérias de soutien à Fuito. Il invoque alors Zirconiade. Le corps d'Elfé se met à scintiller de rouge, des rafales d'énergie partent vers le ciel, et ce dernier devint rouge. Shotgun se jettera sur Elfé, l'éloignera et se dirigera vers Fuito pour l'affronter. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant et la matéria d'invocation s'échappera d'Elfé pour rejoindre les 4 matérias de soutien pour n'en former qu'une seule que Fuito s'emparera. Il prendra la fuite, jurant qu'il restaurera toute vie sur la planète. Les Turcs se promettent de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Avec cette matéria, Fuito se dirige vers Zirconiade pour espérer le rendre complet. Shotgun le poursuit donc. Pendant ce temps, les Turcs assistent aux retrouvailles entre Verdot et Felecia. Toutefois, la Shinra les encerclera et l'on découvre que le président a enfin délivré Rufus qui, de son côté, pense qu'il va bientôt être temps pour lui de prendre le contrôle de la Shinra. Shotgun et un autre Turc se feront un chemin à travers une autre dimension apparue à cause de cette invocation. Alors que le second Turc s'occupe de Behemoth, Shotgun avancera un peu plus vers Fuito. Une fois devant lui, ce dernier dégainera son pistolet Mako pour lui tirer dessus, mais Shears fait irruption et sauve Shotgun. Ils affrontent donc Fuito ensemble. Une fois à terre, Fuito insérera la matéria à l'intérieur de son propre corps, avant que Shears et Shotgun ne s'en emparent. Fuito se transforme alors en monstre, saisit Shears et le jette à terre. Shotgun poursuit le combat et après un long moment, Shears se relèvera et frappera Fuito de toutes ses forces et brisera la matéria. L'explosion est telle que Shears et Fuito disparaîtront. Zirconiade ne pourra donc jamais être complet. Pendant ce temps, dans les terres désolées, un soldat informera les Turcs du message qu'il vient de recevoir. Le président promet d'abandonner les charges contre eux s'ils exécutent le chef de la Shinra et le traite d'Avalanche.
Se rappelant alors de sa première mission, où Verdot lui a appris à ne suivre que les ordres et non ce qu'il ressent, Tseng tue Elfé. Verdot lui dira qu'il a fait le bon choix. Puis Tseng assassine Verdot. Shotgun affrontera le cocon de Zirconiade avant d'affronter une version plus évoluée de ce dernier. Pendant ce temps, les corps de Felicia et Verdot seront chargés dans le camion. Tseng restera auprès de son mentor tout au long de la route. Reno et Rude resteront horrifiés par ce qu'ils ont vu et seront laissés en deuil dans ces terres désolées. Shotgun, de son côté, galère à affronter Zirconiade, et ce n'est pas l'arrivée des autres Turcs qui permettront de le vaincre, mais la voix de toutes les personnes rencontrées durant l'aventure qui lui donneront la force d'utiliser sa dernière limite et de le vaincre. Depuis les terres désolées, Reno et Rude se demandent ce qu'il est advenu de leurs collègues turcs suite à cette onde de choc. Aerys apercevra toutefois quelques particules flotter vers le sol. Ce qui ramène au début du Final Fantasy VII original. Après ces événements, Tseng, Reno et Rude seront jugés. Scarlet propose de les exécuter pour insubordination. Le président Shinra approuvera, mais Rufus l'en empêchera en lui faisant comprendre qu'il s'agirait d'une énorme erreur. Même si les Turcs constituent une menace pour la société, ils ont bien prouvé leur loyauté en assassinant Verdot et Elfé. Les Turcs seront réintégrés grâce à Rufus. Alors que Tseng le remercie, Rufus lui rétorquera qu'il l'a fait pour lui et non pour les Turcs. C'est alors que l'alarme sonne pour signaler une situation d'urgence au réacteur Mako numéro 1. Enfin, dans son rapport, Tseng nous apprend que tous les autres Turcs sont morts au combat. Quelques mois plus tard, lors de la chute du météore, les Turcs évacuent les différents secteurs de Midgar. Reno, Rude et Helena rejoignent Tseng au secteur 5, mais ils se rendent compte que la tâche sera compliquée avec seulement 4 d'entre eux. C'est alors que Verdot et tous les autres Turcs que l'on croyait morts débarquent et attendent les instructions de leur nouveau chef Tseng pour ce secteur 5. Et cela conclut l'histoire de Before Crisis Final Fantasy VII. 3 épisodes spéciaux sont également sortis entre certains chapitres. J'ai déjà placé celui de Tseng, qui est assez important au niveau de son passé, dans le résumé. Les 2 autres concernent Reno et Legend. Celui de Legend commence au début de l'histoire principale. Une nouvelle menace plane sur les Turcs et le président de la Shinra envoie Tseng recruter un ancien Turc du nom de Legend à Costa del Sol pour les aider. Il avait notamment aidé Tseng en participant à une mission dans laquelle il était censé sauver un marchand d'armes kidnappé 2 ans plus tôt. Cependant, Legend avait laissé cet homme périr et sera puni par la Shinra en étant placé en résidence surveillée à Costa del Sol. La raison pour laquelle il avait refusé d'aider cet homme, c'est qu'il était responsable de la mort de ses camarades d'une faction anti-Shinra et d'une petite fille qui lui était si chère. Pour cette nouvelle mission, Legend refusera l'appel de Tseng, disant qu'il ne souhaite pas revenir à cette vie de conflit. Tseng s'en ira, disant qu'il est le bienvenu chez les Turcs s'il change d'avis. Il sera rappelé 1 an plus tard par Verdot pour aider à Junon lorsque Heidegger avait pris le contrôle des Turcs. Verdot expliquera à quel point la situation est critique pour les Turcs et Legend acceptera finalement. En combattant à Junon, ce dernier se rendra compte à quel point le champ de bataille lui manquait. Repoussant les membres d'Avalanche, celui-ci sera félicité après le succès de cette mission. Alors que Verdot lui demande s'il a réfléchi à sa proposition de réellement revenir chez les Turcs, Legend répondra qu'il souhaite dédier sa vie aux Turcs. Pour l'épisode consacré à Reno, ce dernier est envoyé à l'étage 45 de la tour Shinra pour enquêter avec Rude sur le vol de documents confidentiels. L'alarme s'active et des robots débarquent et s'attaquent à eux en raison du niveau de sécurité S appliqué au même moment sans que la Shinra ne le demande. Selon Verdot, Cisne enquête sur ce point. Reno remarque alors un homme barbu avec une blouse de scientifique qui les observe dans la pénombre. Ce dernier s'enfuit par l'ascenseur et Reno parvient à exploser une porte d'ascenseur pour atteindre le dessus de la cage d'ascenseur dans laquelle l'homme s'enfuit. Arrivé au rez-de-chaussée, l'ascenseur accélère brutalement vers le haut. La trappe au sommet de ce dernier ne s'ouvrira pas tant que le nouveau mot de passe n'aura pas été trouvé. Tseng trouvera et lui enverra le nouveau mot de passe. Mais alors que Reno tape le code, un autre robot atterrit sur le toit de la cage d'ascenseur. Reno le combat et l'ascenseur atteindra le plafond, ce qui tuera le robot et sauvera Reno. Rude ouvrira la trappe et apprendra à Reno que l'homme leur a échappé. Leur nouvelle mission est de détruire les robots qui se sont échappés et qui attaquent les civils dans les rues de Midgar. Plus tard, Reno et Rude tomberont sur Zack et Tseng vers la place de la Fontaine. Cisne affronte 2 clones de Genesis et aurait la situation bien en main selon Reno. Ils poursuivront leur mission et apercevront à nouveau l'homme barbu. Verdot leur donnera l'autorisation de le poursuivre.
Ils se rendront compte, avec le nombre impressionnant de robots qu'ils affronteront, que c'est bien cet homme qui aurait trafiqué le système de sécurité. En le rattrapant, ils se rendront compte qu'il s'agit du professeur Hollander. Mais 2 clones de Genesis apparaissent et permettent à ce dernier de s'échapper. Verdot les rappellera pour retourner nettoyer les rues du secteur 8, car cette mission, sur les documents volés, a été confiée à des membres du soldat. Reno est alors fou de rage de ne pas pouvoir faire de missions excitantes et souhaiterait devenir soldat. Rude lui répondra que s'il faisait cela, il ne serait plus partenaire. Ce que Reno ne voudrait pas. Fin de Before Crisis, Final Fantasy VII. Before Crisis, Final Fantasy VII recevra une première critique lors de sa bêta de la part du site japonais IT Media. Une expérience qui sera appréciée dans l'ensemble avec tout de même quelques bugs mineurs qu'ils espéraient voir corrigés dans la version finale. Un défaut sera soulevé toutefois, celui que les personnages féminins étaient moins efficaces au combat que les personnages masculins. La première journée du jeu enregistrera 200 000 joueurs, faisant de Before Crisis le jeu mobile le plus vendu de l'époque. Il cumulera 1,6 million de joueurs tout au long de sa vie. Il sera même encore très populaire 2 ans après sa sortie. Parmi les autres critiques, beaucoup apprécieront les différentes fonctionnalités. Anime Fringe ajoutera que les visuels étaient très réussis pour un jeu mobile et que l'idée de faire des Turcs les protagonistes et Avalanche en antagonistes était une excellente idée. Karali Aslam de RP Gamer avait présenté le jeu en avant-première à l'E3 2006 et se disait impressionné par les graphismes du jeu mobile et ses animations qui allaient à l'essentiel. Betanima Simila de GameSpot avait aussi présenté le jeu à l'E3 2006. Elle le qualifiera de jeu très bien rythmé avec son format épisodique et des personnages bien définis et détaillés. Elle louera les animations fluides et estimait que les commandes étaient faciles à apprendre et réactives. La petite vibration du téléphone lorsque le joueur recevait un appel de Tseng était une feature assez subtile et bien sympathique. Levi Buchanan d'IGN saluera le style d'art sombre. D'ailleurs, toujours du côté de la presse, OneUp.com le répertoriera dans le classement des 5 jeux mobiles japonais ayant peu de chances d'être importés en Amérique du Nord. Au niveau de son héritage, Before Crisis posera sa marque dans le monde vidéoludique. Tout d'abord grâce au trailer animé de Madhouse qui fera l'unanimité et qui leur permettra de proposer plus tard l'OAV Last Order. Tandis que le succès qu'il remportera en tant que jeu conduira directement à la création de Final Fantasy Agito 13, qui deviendra Type 0. Un Final Fantasy faisant partie de l'univers de Final Fantasy XIII et XV, la Fabula Nova Crystallis. Un autre jeu mobile sera envisagé par Tabata, un portage PSP de Before Crisis suite au succès commercial de sa version mobile. L'idée de ce portage enthousiasmait le personnel qui souhaitait vraiment le faire. Mais après en avoir discuté avec Nomura et Kitase, ils réaliseront la nécessité de faire un autre jeu original pour la compilation of Final Fantasy VII, il s'agira de Crisis Core. Mais cela, je vous l'évoquerai dans un futur chapitre consacré à Crisis Core. Un remake 3DS de Before Crisis était également envisagé par Hajime Tabata. Il souhaitait revoir la narration par chapitre ainsi que de permettre de jouer les missions avec un nombre important de joueurs et non plus 2 uniquement. Une idée qui enchantera Nomura et Kitase. Seulement, Tabata était occupé sur les développements de Type 0, alors Agito 13 et The Third Birthday. Les services de Before Crisis fermeront en juin 2015. Pour ce qui est de SoftBank et pour tous les autres, ce sera le 31 mars 2018. Il n'est plus possible aujourd'hui de jouer à Before Crisis qui est reconnu comme étant un média perdu. Mais un fan remake verra le jour le 26 février 2019 grâce au site RPG Maker. Il est entièrement gratuit et très fidèle à la trame scénaristique. Quelques changements sont à noter au niveau des graphismes et du gameplay, notamment pour ces combats qui se déroulent au tour par tour cette fois. Un autre détail assez intéressant, c'est que le fan remake possède une traduction anglaise, ce que Square Enix n'a jamais proposé au final sur sa propre version. Dommage que ce jeu n'ait pas connu de portage et soit relégué pour beaucoup comme un jeu pas si important dans l'univers de Final Fantasy VII. J'ai tout de même pris énormément de plaisir à le découvrir et de vous partager ce trésor sous-estimé. Notre prochain arrêt concernera le film d'animation Advent Children. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer ce futur chapitre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Stott pour l'histoire de Before Crisis Final Fantasy VII. A bientôt.